Il y a des choses qui n'arrivent que dans les feuilletons, et dans la vraie vie aussi. Demandez à cet homme qui a pleuré au milieu d'un restaurant 5 étoiles à cause de 7 mots écrits avec un crayon de couleur. Si vous aimez les belles histoires, laissez déjà votre like et abonnez-vous. Sinon, vous risquez de manquer la suite de ce récit que je vais vous raconter. C'était un mardi soir, de ceux où l'on n'attend rien d'autre que le silence et une digestion lente. Mais dans le restaurant le plus cher de la ville, un homme en costume impeccable commandait le plat le plus cher du menu avec la froideur de celui qui avait déjà perdu le goût de la vie. Son nom ? Dario Monteclaro, homme d'affaires, millionnaire, propriétaire de 3 holdings, 4 jets privés et aucun sourire. Il s'asseyait toujours à la même table, dans un coin de la salle, dos au mur et face au monde qu'il contrôlait avec des chiffres, mais pas avec de l'affection. Les serveurs le craignaient plus que l'addition du restaurant. Personne n'osait lui adresser la parole. Personne n'osait faire de bruit. Et ce soir-là, tout se passait comme d'habitude, jusqu'à l'arrivée d'une petite fille en robe bleue. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. L'une de ses chaussettes soit tombée, un crayon derrière l'oreille, et un courage qui ne correspondait pas à la taille de son corps. Elle marchait entre les tables avec un papier plié dans la main et les yeux brillants, comme si elle portait un secret qu'elle devait absolument remettre. Elle s'arrêta juste à côté de la table de Dario, tira doucement sa serviette et murmura « Monsieur, c'est pour vous ». Il ne leva même pas les yeux, trop occupé à choisir entre le vin français ou argentin. Il prit le papier presque par réflexe et le posa à côté de son verre. La petite fille sourit et s'éloigna, sans mère, sans père, sans personne autour. Elle disparut entre les colonnes de marbre comme si elle n'avait jamais été là. Et ce n'est qu'après le 2e verre que Dario, dans une lassitude légèrement ivre, décida d'ouvrir le billet. 7 mots, écrits avec un crayon de rose. L'écriture était enfantine, mais le message fit s'arrêter le monde entier. « Tu me pardonnes d'être né, papa ?» La fourchette tomba au sol. Le vin se renversa et pour la première fois depuis des années, Dario ressentit une douleur à la poitrine. Pas une douleur physique, c'était un poids, un écho de quelque chose qu'il avait enterré. Les mots dansaient devant ses yeux. La voix de la petite résonnait comme si c'était sa propre conscience, déguisée en enfant. « Monsieur, c'est pour vous ?» Il ne leva même pas les yeux, trop occupé à choisir entre le vin français ou argentin. Mais il prit le papier, presque par réflexe, et le posa à côté de son verre. La petite fille sourit et s'éloigna, sans mère, sans père, sans personne autour. Elle disparut entre les colonnes de marbre, comme si elle n'avait jamais été là. Et ce n'est qu'après le 2e verre que Dario, dans une lassitude légèrement ivre, décida d'ouvrir le billet. 7 mots, écrits avec un crayon de rose. L'écriture était enfantine, mais le message fit s'arrêter le monde entier. « Tu me pardonnes d'être né, papa ?» La fourchette tomba au sol, le vin se renversa, et pour la première fois depuis des années, Dario ressentit une douleur à la poitrine, pas une douleur physique. C'était un poids, un écho de quelque chose qu'il avait enterré. Les mots dansaient devant ses yeux. La voix de la petite résonnait comme si c'était sa propre conscience, déguisée en enfant. « Monsieur, c'est pour vous !» Il regarda autour, tentant de la retrouver. Rien. Il courait jusqu'à l'entrée, interrogeait les serveurs, inspectait les toilettes, fit arrêter tout le restaurant. Mais personne ne savait. Personne ne l'avait vu, et personne ne comprenait pourquoi cet homme qui valait des millions semblait maintenant ne valoir que quelques centimes devant un bout de papier à l'enfant. Dario retourna à sa table, s'assit les mains tremblantes, et pour la première fois, il regardait en lui-même. Parce qu'il y a des choses qu'on lit avec les yeux, mais qu'on ressent avec la poitrine. Et ce billet n'était pas seulement une demande de pardon, c'était le début d'une histoire enfouie, qui maintenant se mettait à crier. Et le plus étrange, c'est que Dario n'avait jamais été d'enfant.
Du moins, c'est ce qu'il jurait à lui-même. Mais le passé a cette façon étrange de revenir, quand on croit l'avoir oublié. Le restaurant reprit son calme. Mais à l'intérieur de Dario, tout était sans dessus dessous. Le plat avait refroidi, le vin tournait, et ce billet semblait brûler dans la paume de sa main. « Tu me pardonnes d'être né, papa ?» Il le relisait comme quelqu'un qui cherche une autre interprétation, une échappatoire, un soulagement. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que ça, un coup de poing brutal, profond, venu d'un endroit qu'il ne connaissait pas ou qu'il ne voulait pas connaître. Dario avait toujours été doué pour oublier. Oublier les noms, les visages, les promesses. Sa vie était faite de contrats, pas de câlins. C'était le genre d'homme qui réglait tout avec de l'argent, sauf ce que l'argent ne peut pas atteindre. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il rentra chez lui, ferma la porte à clé, éteignit son téléphone et se rendit directement dans une pièce qu'il n'avait pas ouverte depuis près de 20 ans. Le grenier. Là-haut, parmi la ducire et les fantômes, Dario prit la clé d'un vieux coffre. À l'intérieur, une boîte, en poids, simple. Et dans la boîte, des lettres, des photographies, des tests de grossesse, des cartons de maternité, un nom écrit ou feutre bleu sur un papier jauni. Livia. Oui, ce nom lui disait quelque chose. Et ce n'était pas un nom de feuilleton. Il fermait les yeux, inspira profondément, et comme un vieux film, il se mit à se souvenir. Année 2017. Il était encore un jeune investisseur, fraîchement séparé, dans une phase où il jurait que l'amour était une perte de temps. Il avait rencontré une jeune femme douce, étudiante en lettres, qui disait que la vie avait besoin de poésie même dans les factures. Son nom ? Clarisse. Ils se fréquentèrent pendant quelques mois, rirent, dormirent ensemble, pleuraient ensemble, et se disputèrent, car Clarisse voulait un foyer, et Dario n'en voulait que du profit. Leur dernière rencontre eut lieu dans un petit café, où elle tenait une enveloppe et disait « Tu as le droit de savoir, mais j'ai le devoir de protéger. » Il n'ouvrit jamais l'enveloppe, ne rappela jamais, envoya des fleurs avec le mauvais nom, et s'enfonça dans le travail. L'enveloppe était aussi dans la boîte. Il ouvrit enfin. À l'intérieur, une échographie, et derrière l'image en noir et blanc, une note. 8 semaines, cœur qui bat fort. Elle te ressemble, Dario. C'est là qu'il s'effondrait à genoux au sol. La petite fille du restaurant, l'écriture d'enfant. La question est tout faite. Tu me pardonnes d'être né, papa ? Tout ce temps-là, elle existait, et lui, il avait nié. L'homme qui connaissait la valeur de tout, mais ne comprenait le sens de rien. Le lendemain, Dario engageait le meilleur détective de la ville. Non, quartier, école, n'importe quelle piste sur une fillette nommée Livia ou une femme nommée Clarisse. Il voulait tout savoir. Tout ce qu'il avait passé sa vie à fuir. Mais la vie n'aime pas être ignorée. Et quand elle décide de faire payer, elle le fait avec intérêt. 2 nuits plus tard, Dario reçut un appel étrange. « Monsieur Monteclaro, nous avons trouvé une fille avec ce nom, mais il y a quelque chose que vous devez voir de vos propres yeux. » Il n'hésita pas une seconde. Il prit sa voiture et partit. L'adresse ? Une maison simple en banlieue. Un petit portail. Un jardin sans fleurs. Mais une corde à linge pleine de petits vêtements dansant dans le vent. Dario Scherra descendit, et quand il frappa à la porte,
fut une dame avec les cheveux blonds mais un regard perçant qui l'ouvrit. « Vous êtes le père de Livia ?» Il balbutia. « Je ne sais pas. Je crois que oui. » Elle plissa les yeux, ouvrit lentement la porte et prononça une phrase qui glaça son sang. « Alors, il vaut mieux que vous entriez, parce qu'elle vous attend depuis bien plus longtemps que vous ne le pouvez l'imaginer. » Mais ce que Dario allait voir en franchissant cette porte allait tout changer. La maison était simple, mais elle sentait la vie, pas le luxe. Elle sentait le haricot qui mijote, le savon sur les vêtements, l'enfant qui éparpille des jouets dans le salon et appelle ça un château. Dario entra comme on entre dans un temple, sans savoir s'il avait le droit d'être là, sans savoir où poser les pieds, mais avec un billet dans la poche et un nœud dans la gorge. La dame, qu'il allait bientôt découvrir s'appelait Donna Nilda, marchait lentement, appuyée sur une canne, mais avec une assurance de celles qui ont vu bien plus que ce qu'elle raconte. Elle fit un geste de la main, demandant le silence, et pointa le fond du couloir. « Elle est dans la chambre, mais avant d'entrer, vous devez savoir. » Dario s'arrêta. Son cœur battait comme s'il remboursait une dette ancienne. « Savoir quoi ?» Donna Nilda prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui porte un fardeau depuis longtemps. Clarisse, la mère de la petite, est partie, il y a 2 ans. Le cancer, découvert trop tard. La petite avait 5 ans. Il ferma les yeux. Un tonnerre silencieux explosa à l'intérieur. « Mais, il le perd. Elle a parlé de moi ?»« Oui, tous les jours, avec une espérance qui me brisait le cœur. » Dario mordit ses lèvres. La fierté qu'il avait toujours affichée sur son visage coulait maintenant sous forme de regret. « Elle a laissé quelque chose? Un billet? Une lettre ?»« Oui. » Donna Nilda désigna une étagère. Là, entre des livres pour enfants et des dessins, il y avait une petite boîte. À l'intérieur, une lettre, scellée, d'une écriture familière, signée Clarisse. Dario prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Mais avant de l'ouvrir, il regarda la porte de la chambre. Et c'est alors qu'il entendit une petite voix qui chantonnait doucement, une berceuse. « Dors, mon ange, le monde est si grand, mais dans mes bras, rien ne t'atteindra. » Il ferma les yeux. Un tonnerre silencieux explosa à l'intérieur. « Mais maman a dit qu'elle t'enverra un signe. C'est toi qui as vu le billet au restaurant, non ?»« Oui, c'était moi. Elle a dit que si tu étais vraiment mon papa, tu ressentirais, même sans savoir, tu allais ressentir. » Il sourit, parce qu'il avait ressenti, dès le premier instant. Mais quand il se retourna vers Donna Nilda dans le couloir, elle tenait la lettre de Clarisse ouverte et lisait à voix haute avec un tremblement dans l'âme. « S'il trouve cette petite, alors il reste encore de l'espoir dans ce monde. » Dario ferma les yeux. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces retrouvailles n'étaient que le début d'un nouveau labyrinthe émotionnel. Car tout n'était pas aussi simple, et tous les câlins ne guérissent pas ce qui a été brisé. Ce qui aurait dû être la fin d'une recherche devint le début d'un nouveau dilemme. Dario avait retrouvé sa fille, ou plutôt, la fille l'avait retrouvée. Mais alors vinrent des questions, des doutes et des fantômes qu'on ne peut pas enterrer avec de l'argent. Cette nuit-là, il dormit là même, sur le canapé du salon de Donna Nilda. Il ne pouvait pas partir, pas après ce qu'il avait ressenti en voyant cette petite chanter, pas après avoir ouvert la lettre de Clarisse. « Dario, si un jour cette lettre t'arrive, c'est que le destin est décidé que tu mérites encore une seconde chance. Je n'ai pas gardé de rancune, j'ai gardé le silence. J'ai préféré élever notre fille loin de la froideur de tes chiffres, mais pleine de la poésie que tu m'avais montrée, et ensuite oubliée. Livia a tes yeux, ton caractère, ton entêtement, mais elle a mon cœur, et il t'a toujours attendu. » Il replia la lettre, la glissa dans la poche intérieure de son costume, et sentit que là, dans cette enveloppe jaunie, il y avait plus de valeur que dans toute la fortune qu'il avait bâtie. « Mais la vie, mon ami,
La vie ne livre pas des réponses sans d'abord faire payer le prix des questions. Le lendemain, Dario demande à la garde de la petite. « Je veux faire les choses bien, avec un avocat, un psychologue, ce qu'il faudra. Je veux l'emmener avec moi, lui donner tout ce qu'elle n'a jamais eu. » Donanilda le regarda droit dans les yeux. « Tu veux emmener la petite ou le poids de ta culpabilité ?» Dario resta silencieux. Elle n'a pas besoin d'une chambre avec lustre en cristal. Elle a besoin de présence, de constance et d'un père qui ne fuit pas quand ça fait peur. Je ne fuirai pas. J'espère. Mais alors, va la première bombe. Dans le processus de garde, le juge demanda un test ADN. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais quand l'enveloppe contenant le résultat arriva, le monde bascula. Probabilité de paternité, 0%. Dario s'effondra sur sa chaise de bureau. C'est pas possible. Il relut, trembla, appela le laboratoire, demanda une contre-analyse, en fit un autre, plus à l'autre. Même résultat. Comment je ne suis pas le père ? Quand Donanilda le reprit, elle se contenta de soupirer. La vie aime parfois nous jouer des tours. Dario va dans la chambre de la petite, s'assit sur le lit. Livia, je dois te poser une question. Tu vas partir ? Non, mon ange, mais tu sais qui était ton papa ? Elle fronça les sourcils, traça un dessin dans l'air, avec un doigt. Maman disait que mon papa était un homme bon, mais qu'il avait eu peur, et que le temps réparait sa peur. Elle a dit ton nom ? La petite réfléchit et dit tout bas. Dario. Son nom à lui. Clarisse l'avait dit. Même sans savoir qu'il n'était pas le père biologique, elle avait donné son nom à sa fille. Comme si elle voulait qu'il le soit. Comme si l'absence réelle ne faisait pas moins mal qu'un doux mensonge. Et c'est là que Dario comprit. Clarisse l'avait choisi. Même après tout. Même s'il n'était pas le père sanguin. Il était le père d'histoire, de destin. Mais la justice ne vit pas de symbole. Et le juge, devant l'ADN, refusa la garde. Dario perdit. Et pour la première fois de sa vie, il se retrouva face à un nom qu'aucun montant d'argent ne pouvait acheter. Mais le cœur, le cœur avait d'autres plans. Car Livia, elle s'est enfuie de chez elle 2 nuits après. Elle a laissé un billet, comme le premier. Si tu ne peux pas être mon papa sur le papier, alors retrouve-moi là où seul le cœur signe. Je t'attends au même restaurant. Dario abandonna tout. Il partit comme un fou, arriva là-bas presque à minuit. Et elle était là, assise à la même table où tout avait commencé, avec un jus d'orange, 2 pailles et une place vie l'attendait. « Tu es venu ? Je viendrai toujours. » Elle sourit. Et à ce moment, Dario n'était plus héritier, ni PDG, ni homme d'affaires. Il était juste un homme essayant d'être digne de l'amour qu'il avait reçu sans le mériter. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le véritable père biologique était plus proche qu'il ne l'imaginait, et prêt à se battre pour ce qu'il n'avait jamais eu le courage d'assumer. Les retrouvailles au restaurant ressemblaient à une scène de film. Livia avec ce sourire capable d'englober le monde, Dario avec la poitrine en lambeaux, essayant de recoudre avec des mots ce que la vie avait rafistelé avec du silence. Mais pendant que tous deux riaient et partageaient une part de tarte aux pommes, au loin, le destin aiguisait son couteau. Parce que la vérité, mon ami, c'est comme une crène. Tu peux l'enfouir sur terre, mais un jour, elle germe. Et quand elle germe, impossible de faire semblant de ne pas la voir. La semaine suivante, Dario entama un processus d'adoption. Peu importait l'ADN. Ce qui comptait, c'était l'amour. Ce lien qu'il était prêt à construire, geste par geste. Je ne veux pas être juste un visiteur de week-end. Je veux l'amener à l'école, la gronder, l'emmener chez le médecin, écouter ses secrets. Je veux être un vrai père, pas un père sur papier. La juge le regardait avec scepticisme. « Savez-vous ce que cela implique ? Cet enfant a perdu sa mère et vous êtes apparu il y a 2 semaines. J'ai perdu 20 ans et je suis toujours là. » La juge fixa une date pour l'audience. Et c'est là que l'autre est apparu. Grand, brun, costume froissé, regard fatigué. Il s'appelait Rubens, 30 et quelques années. Chauffeur VTC. « Je suis le père biologique d'Olivia et je veux récupérer ma fille. » La bombe tomba dans le dossier comme un éclair par ciel dégagé.
Dario n'en croyait pas ses oreilles. « Toi? Pourquoi maintenant ?» Rubens inspira profondément. « J'ai eu peur. Quand j'ai appris la grossesse, je me suis enfui. Lâche, je sais, mais je l'ai suivi de loin. Je savais que Clarisse ne mettrait pas mon nom sur l'acte de naissance. Elle détestait la faiblesse. Et maintenant, tu réapparais quand la petite s'est déjà attachée à quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis d'un homme. Maintenant, je vais faire ce qu'il faut. » La juge, prudente, ordonna une évaluation psychologique. Livia devait être entendue. Dans le cabinet, assise avec un petit nounours sur les genoux, elle répondit à la psychologue avec la pureté que seuls les enfants possèdent. Maman disait qu'un papa, c'est celui qui reste, celui qui écoute quand on pleure tout bas, celui qui ne promet pas mais qui vient, celui qui se souvient de la couleur de ta brosse à dents. Et Dario, c'est ça pour toi? Oui, il est arrivé après, mais c'est comme s'il avait toujours été là. Il m'avait juste oublié. La psychologue sourit. Mais dans son rapport, le ton fut technique. Le lien affectif avec M. Dario est évident, mais le lien biologique avec M. Rubens ne peut être ignoré. La juge fixa une date pour l'audience. Et c'est là que l'autre est apparu. Grand, brun, costume froissé, regard fatigué. Il s'appelait Rubens, 30 et quelques années. Chauffeur VTC. J'étais un perdichois, mais je venais commerçant. Je recommençais. Dario l'interrompit pas. Il observait, jusqu'à ce que la juge pose la question. « Livia, tu comprends ce qui se passe ?» Elle acquiesça. « Tes noms disent que je m'aime, mais aucun ne me demande ce que je veux. » Silence. La juge se pencha vers elle. « Et toi, Livia, que veux-tu » Elle regardait les deux hommes, puis de Nanilda, assise au fond de la salle, serrant son chapelet comme une corde de sauvetage. Et répondit « Je veux qu'on arrête de décider à ma place. Je veux rester là où mon cœur habite. Et mon cœur habite dans les bras de Dario. » Rubens pleura. Mais pas de rage, de culpabilité. Et il a raison. Je n'ai pas été un père. Je suis juste apparu quand la fleur était déjà devenue un arbre. Dario lui serra la main. « Tu n'as pas t'effacer. On peut partager. Livia n'a pas besoin d'un père parfait. Elle a besoin d'adultes décents. » Le juge autorisa une garde partagée provisoire. Une nouvelle audience aurait lieu dans 6 mois. Mais là, dans cette salle, il n'y avait pas de vainqueur. Seulement 3 personnes, essayant de recoudre ce que la vie avait déchiré. Rubens sortit en silence. Dario ramena Livia à la maison. Et en chemin, elle demanda « Tu vas partir aussi comme l'autre ?» Il arrêta la voiture, la regarda dans les yeux. « Je ne partirai que quand tu m'auras appris à dessiner comme toi, parce que je suis nul avec des crayons de couleur. » Elle rit. « Alors ça va prendre du temps. Tant mieux !» Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Rubens gardait un dernier secret. Un examen, un rapport et une confession. Parce que Clarisse avait pas tout dit, ni à Rubens, ni à Dario, et ce qui allait arriver n'avait plus rien à voir avec la paternité. C'était une affaire de justice, de blessures que Clarisse avait cachées par peur, et qui maintenant voulait enfin être entendue. Il y a des gens qui gardent un secret pour protection, d'autres par lâcheté, mais certains gardent un secret par amour, et c'est ce genre de secret qui fait le plus mal, parce qu'il est enveloppé dans un baiser jamais donné et un câlin qui a manqué. Rubens était agité depuis l'audience. Même avec la garde partagée approuvée, quelque chose en lui semblait déplacé, un inconfort dans le regard, comme s'il portait une ombre dans la poche. Dario s'en apercevait. « Tu veux me dire quelque chose, Rubens ?» Le jeune homme esquiva. « Pas maintenant, plus tard !» Mais ce plus tard devint un fantôme qui les suivait tous les deux. Et c'est un dimanche après-midi, au parc, que le temps décida de ne plus attendre. Livia jouait à la ronde avec d'autres enfants. Dario et Rubens assis sur un banc en bois, côte à côte, mais avec des mondes entiers entre eux. « Tu sais, elle t'aime, » dit Rubens, « et moi je l'aime, comme si elle était sortie de moi. » Silence. Rubens sortit une enveloppe de sa poche. « Je dois te montrer quelque chose, et ce n'est pas facile. » Dario prit l'enveloppe, encore sans comprendre. À l'intérieur, un rapport médical. Des mots techniques, des formules froides, mais une conclusion claire. Rubens ne présente aucune capacité de fertilité depuis son temps. Dario écarquillait les yeux. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Non, pas biologiquement. Un problème aux testicules, un accident de moto. Je me l'ai découvert des années plus tard. Je ne lui ai dit à personne, pas même à Clarisse. Mais alors, moi non plus. Je ne suis pas le père d'Olivia à Dario. Le monde s'arrêta, pour la seconde fois. Dario resta muet.
Rubens ressemblait à un naufragé avoine qui ne savait pas neiger. Mais elle disait que son père, c'était toi. Je le croyais aussi. Quand Clarisse est tombée enceinte, même si on était éloignés, elle me contactait. Elle m'a demandé de ne pas m'impliquer, mais me donner des nouvelles de temps en temps. Puis, elle a disparu. J'ai cru que l'enfant était de moi. J'ai voulu croire. Dario se poita le visage. Mais alors qui est le père? Rubens secoua simplement la tête. Clarisse ne l'a jamais dit. Mais peut-être qu'elle ne le savait même pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle aimait cette petite plus que tout. Et elle a choisi le prénom Livia parce qu'elle disait que c'était un nom léger, pour ne pas lourdir la vie de sa fille avec ses propres erreurs. Dario sentit sa poitrine brûler. Tout ce qu'elle avait construit, les démarches juridiques, les documents, la culpabilité, les demandes de pardon, tout semblait s'effriter parce que maintenant, tout devenait du sable entre les doigts. Alors, elle n'a pas de terre biologique connue. Nous sommes deux étranges qui essayons d'être les morceaux nymphologiques qui n'a jamais existé. Rubens soupira. Mais peut-être que c'est justement ça qui fait de nous les propères, parce qu'on ne veut pas d'elle pour remplir le vide d'Anadienne. On l'a vu pour ça qu'elle est. Dans la chambre, Livia sentait déjà le chemin qu'érandait la matrice David. Mais le passé n'attend pas le futur. Et le lendemain matin, une enveloppe blanche prit la bonne adresse. Dans l'enveloppe, une lettre manuscrite. Si tu veux vraiment prendre soin de Livia, tu dois connaître la vérité sur l'héritage et sur la vraie raison de sa disparition. Cherche le nom. Sevso Andraïe, l'ancien patron de Clarisse, un homme puissant, et la raison pour laquelle elle a disparu, sans laisser trace. Ce qui est arrivé maintenant n'avoue plus rapport avec la paternité. C'était une affaire de justice, de blessures que Clarisse avait tachées par peur, et qui maintenant voulait enfin être entendue. Le nom Celso Andrade déclencha une alerte chez Dario. Ce n'était pas un nom quelconque. C'était le genre de nom qui ouvrait des portes avec un coup de fil et fermait la vie de ceux qui osaient contester. Un homme d'affaires influent, propriétaire d'un réseau de cliniques privées, d'universités et d'une fortune qui n'apparaît pas dans Forbes, mais qui pèse dans tous les bureaux politiques. Dario fouillait les anciens documents de Clarisse, et il le trouva. Un badge de la Fondation Andrade pour l'éducation, daté de 2016. Clarisse y avait été secrétaire pendant 1 an. Puis plus rien. Aucun autre emploi, aucun autre registre. Dario prit rendez-vous à l'ancienne fondation, utilisant le nom d'une de ses entreprises. Il arriva se présentant comme un investisseur intéressé. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était comprendre pourquoi une femme comme Clarisse aurait disparu si brusquement. La réceptionniste, après beaucoup d'insistance, laissa échapper « Clarisse, celle qui a disparu du jour au lendemain, j'ai entendu dire qu'elle avait eu une liaison avec le docteur Andrade. Mais bon, c'est juste une rumeur. » Dario ravala sa salive, décida d'aller plus loin. Il utilisa ses contacts, des avocats, et découvrit ce que l'extrait bancaire commençait déjà à révéler. Clarisse recevait des virements mensuels d'un compte lié à une société fantôme contrôlée par Celso Andrade. Pendant 4 ans. Montant fixe, sans justification. Cela ressemblait à une pension ou à un silence acheté. Dario montra chez lui ce soir-là, le cœur noué. Il montra tout à Rubens et à Dananilda. Elle a été payée pour disparaître. Nilda serra son chapelet plus fort. Ou alors, elle a été menacée. L'hypothèse tomba comme un éclair. Et elle faisait sens. Clarisse évitait toujours de parler du passé. Elle faisait des crises d'angoisse. Changeait souvent de téléphone. Ne laissait jamais sa fille seule. Elle semblait toujours fuir quelque chose ou quelqu'un. Dario décida d'affronter Celso Andrade en personne. Il obtint un rendez-vous, sous prétexte de partenariat commercial. Il entra dans un immeuble luxueux. Accueil somptueux, sécurité privée. Celso arriva avec un sourire en plastique. « Dario Monteclaro, un plaisir de vous rencontrer enfin. » Allons droit au but. « Je veux parler de Clarisse. » L'air se glaça.
Celso garda la contenance. Clarisse? Clarisse? Ah, cette jeune femme? Dommage, très prometteuse. Vous avez acheté son silence. Pourquoi? Faites attention à votre ton, Monteclaro. Sur quoi vous basez-vous? Des ragots de couloir? Dario jeta les extraits bancaires sur la table. Je me base sur ça. Il les observa impassible. Ça ne prouve rien. J'ai juste aidé une ancienne employée en difficulté. C'est un crime maintenant? Oui, si c'est vous qui avez causé cette difficulté. La tension monta. Vous cherchez un ennemi, Monteclaro? Je peux en acheter 3 comme vous avant le petit déjeuner. Dario se leva déterminé. Mais vous ne pouvez pas acheter la vérité, et je vais la trouver. Pour elle, pour sa fille, et pour toutes les autres que vous avez effacées. Celso sourit venimeux. Alors bonne chance avec ce qu'il restera de vous. Dario sortit du bâtiment, le sang en ébullition. C'était la guerre désormais, et Clarisse en était l'étincelle. Dario savait que lutter contre un homme comme Celso Andrade, c'était comme se battre contre le vent, invisible, insaisissable et plein de tentacules. Mais il ne recula pas. Il commença à rechercher d'anciennes employées. Certaines étaient à l'étranger, d'autres avaient disparu, comme Clarisse. Mais une accepta de parler, à une condition, ne pas être enregistrée. Elle s'appelait Joanna, ancienne coordinatrice administrative de la fondation. Ils se retrouvèrent dans un café discret en plein après-midi. Clarisse était l'une des rares à dire ce qu'elle pensait, et pour ça, elle appelait une prix. Elle était été harcelée, Joanna. Joanna baissa les genoux. Bien plus, elle a été menacée. Elle a refusé et a dit qu'elle allait porter plainte. Le lendemain, elle avait disparu. On a dit qu'elle avait démissionné, mais moi, j'ai vu, elle est partie escortée, les yeux rouges et une enveloppe à la main. Tu as vu autre chose? Joanna hésita, et puis sortit de son bag une ancienne copie d'email. Si quelque chose m'arrive, ne laissez pas ma fille à quelqu'un qui porte un soutien et parle doucement. Ces gens cachent toujours plus qu'ils ne disent. Signé Clarisse. Dario garda ce papier comme de l'or. C'était devenu personnel. Il rentra chez lui et raconta tout à Rubens, à Nilda et à Livia. Oui, à elle aussi. Ta maman était très courageuse. Et maintenant, c'est à nous de faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Olivia lui serra simplement la main. Tu crois qu'elle avait peur? Je crois qu'elle était plus forte que la peur. Le lendemain, Dario donna une interview exclusive à un journaliste d'investigation. Il montra les extraits, l'email, et ouvrit les dossiers de la fondation. Quelques jours plus tard, un article à la une secoua le pays. Réseau de silence. Anciennes employées dénoncent des abus à la fondation Andrade. Celso fut acculé, mobilisa ses contacts, essaya de tout nier. Mais l'histoire était sortie de sa cage et le nom de Clarisse devint un symbole de lutte. Le matin de l'audience semblait plus long que toutes les années que Dario avait passé loin de toute idée de famille. La cravate l'étranglait, pas au cou, mais à ce qu'il restait de son âme. Chaque pas dans le couloir du tribunal était une marche sur des souvenirs qu'il n'avait jamais eu le temps de construire. Livia marchait à ses côtés, petite robe bleue, la même que dans leur première rencontre, mais avec un nouveau nœud dans les cheveux et un courage qui ne correspondait pas à son âge. Rubens et Donanilda venaient derrière, en silence, partant dans les yeux un mélange d'espoir et de revoir. L'audience était définitive. C'était celle de l'adoption. Dario respirait profondément. Rubens aussi. Tous deux savaient que ce moment était plus qu'une formalité. C'était la fin d'une histoire d'abandon
et le début d'une d'appartenance. La juge entra dans la salle. Regard ferme, visage fatigué mais juste. Nous sommes ici pour décider du statut légal de Livia Andrade. Nous avons le rapport psychologique, l'historique de la garde provisoire et les documents d'adoption. Avant de rendre ma décision, je veux vous entendre. Monsieur Rubens. Rubens se leva. Pas de discours préparé, juste la vérité. Madame la juge, j'ai été une erreur au début de la vie de ma fille. J'étais une absence, un silence, et peut-être que mon plus grand courage aujourd'hui, c'est de le dire à voix haute. Il se tourna vers Dario. Mais cet homme, il est apparu quand plus personne n'osait, quand la vie avait déjà montré qu'attendre, c'est presque perdre. Il a pris une enfant blessée par le temps et l'a transformée en foyer. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais lui, oui. Et pour cela, je renonce. Parce que père, au fond, ce n'est pas celui qui plante, c'est celui qui arrose. La juge acquiesça. C'était au tour de Dario. Il se leva. Les mains tremblaient, mais la voix était ferme, comme une lame chaude sur du bois ancien. J'ai grandi croyant que l'affection était une faiblesse, que le monde était fait pour être conquis, pas l'écu. Jusqu'au jour où une petite fille m'a donné un billet. 7 mots. Et dans ce papier d'enfant, elle m'a fait ressentir tout ce que je n'avais jamais su ressentir. Depuis, tout ce que je fais, c'est essayer d'être quelqu'un qu'elle puisse appeler chez soi. Je ne suis pas parfait, mais je promets d'être constant et de ne jamais abandonner. La juge regarda Livia. « Et toi, Livia, tu veux toujours qu'il soit ton père ?» Elle sourit avec la sérénité d'une enfant qui a déjà trop vu pour son âge. « Il l'est déjà. » Le silence qui suivit n'était pas gênant, il était sacré. La juge prit une profonde respiration, attrapa son stylo et signa. « Adoption accordée. Nouveau nom enregistré, Livia Monteclair. » Donanilda porta les mains à son visage en larmes. Rubens baissa la tête, souriant entre tristesse et soulagement. Et Dario seul genouilla devant sa fille, l'enlaçant comme pour la protéger de tout le passé. Ce soir-là, il n'y eut pas de luxe, il y eut de la vie. Gâteau à la carotte avec glaçage dégoulinant, glace achetée à la boulangerie du coin, et un nouveau vélo violet avec panier et ruban. Livia tournait en rond dans le jardin, riant à gorge déployée. Et à chaque tour de roue, elle semblait effacer un morceau de douleur. Dario l'observait, allongé dans l'herbe, le cœur enfin en paix. Sur le mur du salon, ils accrochèrent la première photo officielle. Clarisse avec Livia bébé, enveloppée dans une couverture fleurie, et juste en dessous, un billet écrit à la main par la fillette. « Tu n'es plus là, maman, mais ici, il y a plein de toi. » Dans ce foyer reconstruit avec des bouts d'amour et de courage, chaque silence de Clarisse devenait une présence, et chaque absence une raison de continuer à essayer. Mais le monde, là-haut dehors, n'oublie pas facilement ceux qui osent défier des puissants. Et le nom de Celso Andrade allait bientôt revenir hanter leur vie, plus tôt qu'ils ne l'imaginaient. 2 mois après la décision d'adoption, Dario reçut une invitation inattendue. Congrès national de l'éthique en affaires, conférencier invité Dario Monteclero. Il faillit refuser. Mais Livia, curieuse, lui demanda « Tu vas raconter notre histoire ?» Dario hésita. « Si tu me le laisses, je la raconterai. » Elle répondit sans réfléchir. « Alors raconte-la bien. Raconte-la comme un secret que le monde mérite d'entendre. » Et c'est ce qu'il fit. Ce soir-là, Dario monta sur scène dans un auditoire bondé. Costume, non. Chemise blanche, manches retournées. Pas de diaporama, pas de marketing, juste lui et un silence qui écoutait. Je suis venu parler de ce que l'argent n'achète pas, de ce que le pouvoir ne protège pas, et de ce que seul l'amour peut soutenir. Quelques cadres murmurèrent, sceptiques, mais il continua. J'ai passé ma vie à construire des empires. J'ai reporté des appels d'offres, écrasé des concurrents. Mais je n'ai jamais vaincu mon propre orgueil. Jusqu'au jour où une petite fille, dans un restaurant, m'a remis un billet. 7 mots, écrit au crayon de couleur. « Tu me pardonnes d'être né papa ?» La salle se tut.
À ce moment-là, je me suis effrondé. Pas parce que je savais qui elle était, mais parce que même sans savoir, j'ai ressenti. Parce que certains mots ne frappent pas les oreilles, ils frappent directement le cœur. Dario raconta tout. Clarisse, la recherche, le test ADN qui ne correspondait pas, l'amour qui persistait, Celso Andrade, le chantage, la justice. Clarisse a été réduite au silence par un système qui protège les puissants et étouffe les honnêtes. Mais elle n'est pas morte dans le silence. Elle a laissé une fille, une graine. Et cette petite m'a appris à avoir ce que je n'avais jamais voulu regarder. Inspirez profondément. Sa voix se brisait un peu. Aujourd'hui, je ne veux plus construire des immeubles. Je veux construire des ponts. Des ponts entre les pères et les enfants. Entre les erreurs et le pardon. Entre le passé et l'avenir. Et si vous, chef d'entreprise, vous voulez vraiment changer le monde, alors commencez chez vous. Soyez des pères avant d'être des patrons. Soyez humains avant d'être riches. La salle, d'abord distraite, l'écoutait maintenant comme si chaque mot était un miroir. Darius fait une pause. Regardait au fond de la salle. Et là, debout, se tenait Livia, main dans la main avec Rubens et Donanilda émue à leur côté. Cette fille du billet porte aujourd'hui mon nom. Non par obligation légale, mais parce que nous avons choisi d'être une famille, même sans ADN, même sans passé commun. Nous avons choisi de commencer à zéro et d'écrire notre propre version. Applaudissements. Debout. Long. Ému. Mais Dario ne sourit pas. Il baissa la tête et murmura peu. Il y a des gens qui naissent invisibles, mais qui ne sont pas faits pour vivre hantés. En sortant, les journalistes lancèrent clair. « Monsieur Monteclero, vous allez poursuivre Celso Andrade pour mon assez chantage. » Dario répondit calmement. « Je ne cherche pas la vengeance. Je cherche l'exemple. Et si la justice le veut, elle viendra. » Ce soir-là, de retour à la maison, il trouva Livia dans la cour. Elle dessinait quelque chose à la craie sur le sol. « Qu'est-ce que tu fais dehors, ma puce ?»« Je dessine notre maison, mais de l'intérieur. » Dario s'accroupit pour regarder. Là, au sol, tracé de lignes enfantines, un salon avec 4 personnes, un vélo posé contre le mur. Et tout en haut, écrit en lettres tremblantes, « Ici vivent des gens qui ont appris à aimer. » Dario pleurait, encore, mais de prodé. Parce qu'au final, ce n'était pas une question d'adoption, ni de justice. C'était une question d'appartenance. De donner un nom à ce qui était vide, de faire d'un foyer un endroit où plus personne n'a besoin de s'excuser d'être né. La vie commençait enfin à prendre une forme que Dario n'avait jamais pensé désirer. Petit déjeuner avec des crêpes brûlées par les tentatives de Livia, soirée mecture sur le canapé, dessin sur le frigo avec des phrases comme « Mon papa est un héros en chemise froissée ». Mais la paix, mon ami. La vraie paix est un luxe quand on a des ennemis qui savent vous frapper. Un mercredi nuageux, la sonnette retentit avec insistance. Dario ouvrit. Un huissier, visage neutre, lui tendit une enveloppe. Citation judiciaire. Procès civil intenté par Celso Andrade. Motif, diffamation, calomnie et préjudice moral. Il n'était pas surpris. Il s'y attendait. Mais le contenu était plus vicieux que prévu. Celso ne le poursuivait pas seulement. Il avait des témoins faux, des documents falsifiés et réclamait 2 millions d'indemnisation plus une rétractation publique. « Fils de... » murmura Dario en refermant lentement la porte. Dans la cuisine, Livia dessinait. « Papa, tu veux voir ce que j'ai fait ?»« Je viens, ma chérie. Je dois juste réfléchir. » Parce que le problème n'était plus seulement un procès. C'était une stratégie. Celso voulait l'enterrer, le décrédibiliser publiquement, transformer l'histoire de Clarisse en délire sentimental d'un millionnaire en crise de la quarantaine. Dario appela son avocat. « On y va. »« T'es sûr? Ça peut durer des années. Il va tenter de te détruire publiquement. » Qu'il essaye. Parce que si on ne se barre pas pour ceux qui ne peuvent plus parler, on devient complice du silence.
Les jours suivants, les articles calomnieux apparurent. Des sites remettaient en question la version romantique de Dario. Des chroniqueurs disaient que tout cela n'était qu'un coup de com' pour redorer son image après des prétendues affaires obscures du passé. Des mensonges, mais qui se propageaient vite. Livia commença à remarquer les regards à l'école. Une institutrice, sans le vouloir, murmura devant elle. La fille de Daria Monteclaron, pauvre petite. Elle rentra plus silencieuse que d'habitude. Au dîner, elle jouait avec le riz. « Papa, on a fait quelque chose de mal ?» Il s'agenouilla à ses côtés. « Mal? Jamais. On a fait ce que beaucoup ont peur de faire, dire la vérité, et ça dérange. Mais j'aime pas quand il parle de maman comme si elle avait menti. Moi non plus, mon amour. C'est pour ça qu'on va se battre. Pour elle. Pour nous. Pour celles qui viendront après elle. » Rubens arriva ce soir-là avec une boîte de documents. « Je suis resté trop silencieux, Dario. Mais ça suffit. J'ai retrouvé des vieux mails de Clarisse. Elle me les envoyait quand Livia était bibée. Elle avait peur. Elle disait qu'elle avait un patron au sourire dangereux. Je pense que ça peut aider. » Oui, parce que ce n'est plus seulement une affaire personnelle. C'est pour toutes les Clarisses. Donna Nilda aussi se mobilisa. S'il faut, je monte dans ce tribunal avec ma canne et toute ma mémoire. Je n'ai jamais raté un seul sanglot de cette petite. Je sais ce que sa mère a vécu, et je vais le dire. Ils montèrent un dossier complet. Ils prouvèrent les falsifications des documents de Celso, ils retrouvèrent d'anciennes employées prêtes à témoigner, et pour la première fois, Celso entradé sentit le piège surfermé. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'il allait encore faire pire. À la fin du mois, Dario reçut une nouvelle convocation. Celso demandait la révocation de l'adoption. Il affirmait que l'exposition publique, les discours, les interviews et l'utilisation de l'image de l'enfant nuisaient à sa santé mentale. De plus, l'absence de lien biologique rendait discutable la stabilité de cette relation. Dario se leva. « Mon lien avec elle ne vient pas du sang. Il vient des nuits blanches, des devoirs de maths, des coups de film pour savoir si elle a bien mangé, des dessins collés au frigo et du silence qu'on remplit avec des regards. » Le juge demanda à entendre Livia. Elle entra dans le box avec courage et dit « Je n'ai pas été adoptée pour être montrée, j'ai été adoptée pour être aimée, et je le suis. Tu ressens un mal-être à cause de tout ce qui s'est passé ? » « Oui, mais pas parce que papa a parlé, parce qu'ils veulent encore meubler ma maison. » Un murmure parcourut la salle. Celso se pencha vers son avocat. « Faites quelque chose. » Mais rien ne pouvait arrêter la vérité dite par une enfant. Le juge annonça la décision. Demande de révocation rejetée. L'adoption est maintenue. Et j'ordonne une enquête sur des entreprises liées à Celso Andrade en raison des preuves de subornation de témoins. Ce fut une explosion silencieuse. Rubens pleura. Donna Linda s'agenouilla pour remercier. Et Dario embrassa le front de Livia avec la délicatesse d'un père qui vient de la sauver une deuxième fois. Celso sortit furieux. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car à la sortie, une femme l'attendait, silencieuse, micro à la main. « Je suis journaliste, et j'ai ici une liste de 6 femmes qui affirment avoir été réduites au silence par vous. Vous avez quelque chose à dire ?» Celso tentant de fuir, mais cette fois, le silence ne lui obéissait plus. Invention. Les jours qui suivirent furent d'un calme étrange, comme après une tempête. Livia retrouva son sourire. Elle recommença à dessiner, et ses dessins étaient encore plus colorés qu'avant. Mais Dario savait qu'il restait un dernier acte. Le dernier masque devait tomber. Il suivit les dossiers de l'enquête sur Celso Andrade et coopéra avec les autorités, jusqu'à ce qu'une perquisition ait lieu dans les bureaux du Magna. Et là, ils trouvèrent ce que personne n'attendait. Un registre manuscrit, codé, avec des noms, des dates et des montants. Parmi les noms, Clarisse. Et plus choquant, un extrait audio gravé à son insu. On y entendait Clarisse en larmes. « Vous m'avez dit que vous alliez m'aider, pas que je devais me taire pour toujours. » Et la voix de Celso, froide. «
Soit vous disparaissez, soit c'est votre fille qui paiera. C'était la preuve finale. Dario remit tout au procureur. Une dénonciation officielle fut déposée. Celso Andrade fut arrêté, inculpé de harcèlement moral, menaces, manipulation, subornation de témoins et soupçonné de corruption d'agents publics. Les journaux s'enflammèrent. Mais à la maison Monte-Claro, le sentiment était autre. Un dimanche, Dario invita Rubens, Donanilda et quelques amis proches. Dans le jardin, ils installèrent un petit banc de bois. Au-dessus, une plaque avec des lettres dorées. En mémoire de Clarisse, celle qui a semé l'amour là où il n'y avait que silence. Donanilda pria en silence. Rubens déposa une photo, et Livia, avec son écriture enfantine, ajouta un queuge en dessous. Elle n'est peut-être plus ici, mais elle est partout où il y a un peu de lumière. Dario sourit et dit « Certains noms ne sont pas sous les monuments, mais ils vivent à l'intérieur de ceux qu'ils ont touchés. » Ce soir-là, ils préparèrent le plat préféré de Clarisse. Riz au lait avec cannelle. Et ils rirent. Oui, ils rirent. Parce que le chagrin n'avait plus le goût de l'absence. Il avait maintenant la saveur de la gratitude. 1 an plus tard, Dario reçut une lettre. Expéditeur, tribunal de la jeunesse. À l'intérieur, un document. Demande d'adoption collective approuvée. L'autorité parentale est officiellement partagée entre Dario Monte-Claro et Rubens Costa. Il sourit, appela Rubens. Ils s'enlacèrent et pleurèrent. Elle a maintenant 2 pères officiels et un ange qui veille au-dessus. Livia arriva en courant. « C'est vrai? C'est officiel? Oui, ma chérie. Maintenant, tu es une Monte-Claro Costa. » Elle sautait de joie. « Alors, on est une équipe? » Et c'était vrai. Une équipe née de l'erreur, de la peur, du silence, mais transformée par l'amour, la réparation et le courage. Ce soir-là, Dario écrivit dans son carnet, celui qu'il n'avait jamais montré à personne. « Je pensais être riche par les immeubles que je possédais. Aujourd'hui, je sais que ma vraie fortune, c'est la voix d'une enfant qui me dit « papa » sans avoir peur d'être abandonnée. Et si un jour on m'oublie, peu importe, parce que j'aurai laissé au moins un cœur sûr d'être aimé. » Livia entra non douce dans la chambre. « Papa, tu dors? » « Pas encore. Je voulais te dire un truc. Dis-moi. » Elle se blottit contre lui. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand tu as découvert que j'étais pas vraiment à toi. » Dario ferma les yeux. « Tu es à moi, Livia, d'un endroit bien plus fort que le sang. Tu es à moi du cœur. » Elle sourit. « Bonne nuit, papa. Bonne nuit, mon amour. » Et ainsi, dans une maison simple, sans luxe ni faste, un homme autrefois vide d'affection dormait paisiblement, sachant qu'il avait trouvé ce que tout le monde cherche et que très peu trouvent, un endroit pour aimer et être aimé sans avoir à le mériter.